Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité un régime de sanctions contre ceux qui entraveront la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les acteurs du processus de paix saluent une avancée, mais ce vote intervient alors qu'en juillet dernier, les groupes armés se sont violemment affrontés à Kidal. La trêve signée le 23 août a expiré ce mercredi. Alors pour en parler, nos invités sont Ibrahim Maïga de l'ISS de Dakar, Mamadou Konaté, chargé de cours à l'école de maintien de la paix, et André Bourgeot, chercheur à l'INRS de Paris. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Alors, je le disais tout de suite, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité un régime de sanctions contre ceux qui entraveront la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Monsieur Maïga, pourquoi attendre maintenant ? Alors, c'est une bonne question. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies a, disons, une boîte à outils. Et l'un de ces outils, c'est justement le régime de sanctions qui est adopté sous le régime du chapitre 7. Alors, ce régime de sanctions, disons que c'est une solution intermédiaire entre l'inaction, l'insuffisance de la parole et l'impossibilité aussi d'arriver ou d'aboutir à une intervention militaire. Donc c'est une solution intermédiaire entre ces différents modes d'action qui ne sont pas non plus parfaits. Monsieur Konaté, vous pensez pourquoi ils ont attendu maintenant pour adopter ce régime de sanctions ? Écoutez, ils ont donné une chance au dialogue, ils ont donné une chance à la bonne volonté des parties en conflit. De se dérouler, de se démontrer, de s'illustrer sur le terrain. Alors, l'adoption de ce régime de sanctions est la preuve que ce dialogue est en panne. Elle est la preuve que cette bonne foi, exigée d'ailleurs par l'accord de paix, tarde à être démontrée sur le terrain. Donc c'est vraiment, comme l'a dit Maïga, c'est un peu l'avant-cour ou le salon avant, peut-être le renforcement ou le durcissement de l'intervention militaire au nord du Mali, particulièrement celui de l'aménagement. Rappelez-nous, dans le mandat dernier, il était prévu qu'en ces mois-même, une brigade d'intervention spéciale soit créée au sein de l'aménagement. D'ailleurs, cette brigade devrait recevoir son personnel et une bonne partie de sa logistique de la Côte d'Ivoire, d'autres théâtres d'opération des Nations Unies. Aujourd'hui, je ne sais pas quel avenir est réservé à cette brigade, mais je ne la vois pas venir de sitôt. Donc ce régime de sanctions, c'est peut-être une alerte pour dire il va falloir que les uns les autres se grouillent et que la communauté internationale est sérieuse par rapport à l'urgence de mettre en œuvre intégralement ce qui était convenu entre les différentes parties. Maintenant, quelle efficacité cela va révertir, on va en parler au cours du débat. Oui, allez-y, Maïga. Oui, peut-être juste une précision. Alors, ce régime de sanctions, on peut dire qu'on assiste à un élargissement du régime de sanctions. Parce qu'il y avait déjà un régime de sanctions dans lequel étaient pris en compte des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Parlez-nous de ce précédent régime de sanctions. Alors, ce régime de sanctions, c'est le régime de sanctions qui frappe tous les groupes qualifiés de terroristes dans le monde. Donc, ces groupes qui sont affiliés soit à Al-Qaïda, soit à l'État islamique, qui sont, disons, les deux grandes coalitions de mouvements identifiés comme terroristes. On avait, dans une résolution précédente, justement, arrimé les groupes terroristes présents au Mali et dans le Sahel à ce régime de sanctions-là. Maintenant, la nouveauté avec ce régime de sanctions, c'est qu'il élargit justement l'horizon. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les groupes qualifiés de terroristes qui sont visés par les sanctions, qui sont le gel des avoirs et l'interdiction de voyager pour le moment. Mais c'est tous les groupes, toutes les entités, tous les individus qui constituent
ou qui posent des actes qui peuvent être constitués, qui peuvent représenter des obstacles à la mise en œuvre, à la bonne mise en œuvre de l'accord. Mais ce régime qui vient d'être élargi, selon vous, est-ce qu'il a montré ses preuves? Est-ce qu'il y a eu un bilan positif de ce régime? Alors, vous arrivez là à la question de l'efficacité du régime de sanctions. Enfin, c'est pas l'actuel qui vient d'être adopté, mais le régime qui a été élargi. Vous disiez qu'il y avait déjà un régime qui existait. Oui, si je peux en dire un mot. Oui, allez-y. L'objectif de ce régime précédent, rappelons-nous, c'était au tout début de l'installation de l'aménagement dans notre pays. L'objectif visait à permettre que les groupes rebelles maliens se dissocient des groupes terroristes dits islamistes. Et rappelez-vous, ça a donné lieu à la transformation, si vous voulez, d'une partie en Sardine en Haut Conseil de libération de l'Azawad. À la CIA. Voilà. Et puis aussi à l'éclatement de MAA en plusieurs branches. Et donc c'est ça l'objectif visé de ce régime de sanctions. On avait même nommé cité Yadagali et quelques-uns comme étant des groupes terroristes vis-à-vis desquels les groupes rebelles, aucune revendication, si vous voulez, entre guillemets, laïque ou nationale, de prendre leur distance avec ces gens. Et je pense que vis-à-vis de cela, on peut dire que ce régime a réussi, parce qu'on a vu quand même une transformation de ces groupes terroristes en plusieurs autres entités, dont certaines ont été acceptées par l'État malien et la communauté internationale pour engager le processus de réconciliation nationale. D'accord. Alors, je rappelle que nos tentatives pour compter parmi nous les responsables des groupes armés, notamment la CMA et la plateforme, sont restées vaines. Nous sommes aussi avec André Bourgeaud, chercheur au CNRS de Paris. Vous êtes avec nous au téléphone. André Bourgeaud, est-ce que, selon vous, vous partagez les avis de M. Konaté et M. Maïga par rapport au fait qu'ils ont attendu maintenant pour élargir ce régime de sanctions? Je crois que la décision qui a été prise par l'ONU, elle intervient dans un contexte de dégradation sensible des conditions de sécurité et de la situation politico-militaire sur l'ensemble du territoire malien. C'est quand même sensiblement aggravé depuis à peu près un an et demi, puisqu'il y a eu prolifération des groupes armés salafistes djihadistes qui ont déstabilisé le Septentrion et qui, peu de temps après, ont déstabilisé le centre du Mali. Et donc, c'est une décision qui renvoie à des conditions concrètes. D'une part, ça concerne les salafistes djihadistes, mais ça concerne aussi les groupes armés ex-rebelles, tels que les gens de la CENA et de la plateforme, qui n'ont pas respecté le contenu des accords de paix, dits accords d'Alger. J'en veux pour preuve que jusqu'à ce jour, même s'il y a eu des améliorations, des petites améliorations en ce qui concerne Kidal, pendant un laps de temps très important, la coordination des mouvements d'Azawad a interdit la présence de l'administration civile et militaire malienne à Kidal. Donc ça veut dire que les accords de paix n'ont pas été respectés, d'une part. D'autre part, il y a eu des affrontements meurtriers entre certains éléments de la coordination des mouvements d'Azawad et des éléments de la plateforme qui a fait l'objet quand même d'une trêve. Alors j'ai cru comprendre lorsque vous avez présenté votre émission que cette trêve a été rompue jeudi dernier. Donc pour moi c'est une information parce que je ne le savais pas. Ça veut dire qu'il y a eu une reprise... Non, pas jeudi dernier, ce mercredi même, ce mercredi. Pardon ? Ce mercredi. Mercredi, voilà. Oui. Bon, donc c'est une décision qui est importante. Ça mentionne que la communauté internationale incarnée par l'ONU a pris conscience des dangers et des risques importants qui s'exercent sur l'ensemble du territoire malien. De mon point de vue, c'est quand même une décision qui intervient tardivement, parce que cette situation qui s'est aggravée, comme je le mentionnais tout à l'heure, elle n'est pas nouvelle, elle date depuis un an et demi. Donc il y a une responsabilité de la communauté internationale, du médiateur aussi algérien, et puis de la présence de l'opération militaire française Barkhane, qui a de facto laissé faire un peu tout ce qui s'est passé sur le territoire malien. Donc j'observe, si je ne me trompe pas, que cette décision, elle va s'appliquer
tant sur les groupes armés salafistes djihadistes appelés terroristes que sur les ex-rebelles de la SEMA et de la plateforme signataire des accords d'Alger. Ces actions sur deux aspects, d'abord sur les voyages et puis ensuite ou en même temps sur les avoirs. Donc c'est deux décisions qui me paraissent pertinentes et qui peuvent augurer d'une amélioration de la situation sécuritaire au Mali. Alors, M. Bourgeot, est-ce un nouveau souffle pour la mise en œuvre de l'accord de paix? Reste le problème majeur, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour faire respecter ces décisions. On parlera des moyens au cours du débat, mais pour le moment, est-ce un nouveau souffle dans la mise en œuvre de l'accord de paix, selon vous, ce régime de sanctions? Ça peut constituer un nouveau souffle qu'il faudra peut-être mettre en relation avec l'initiative française du G5 Sahel, qui va aller dans le sens d'une opération conjointe entre les 5 pays, les 5 États-nations du G5 Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Ça peut aussi faciliter ces interventions. Alors, Monsieur Konaté, vous voulez réagir par rapport à cette question? G5 Sahel, l'initiative sous-régionale. Je ne crois pas que ce soit une initiative française. Et l'autre élément que je voulais ajouter, c'est que ces régimes de sanctions n'excluent pas qu'à l'avenir, des membres du gouvernement malien soient aussi visés. Ça n'exclut pas. Ce n'est pas seulement les groupes armés ou les groupes... On va parler des autres concernés juste après, mais est-ce que c'est un nouveau souffle pour le processus de paix? Non, c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire. C'est un signal, voilà, c'est un signal tout simplement que les choses peuvent évoluer positivement. C'est un courant d'espoir, c'est tout. C'est trop tôt pour le dire. Maintenant, on verra sur le terrain comment cela va se définir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de sanctionner qui que ce soit, il faut au préalable être capable d'identifier qui sont les entraves. Et ça, c'est tout un mécanisme à mettre en place. Qui est fautif? Qui est responsable? Rappelez-vous de la fameuse histoire qui a donné l'ordre. Donc ça peut tourner en rond. Qui est responsable? Donc c'est tout un mécanisme qu'il faut mettre en place, une commission. Et jusqu'à présent, les différentes commissions prévues par l'accord ou mises en place durant la mise en œuvre de cet accord ne nous rassurent pas. Moi quand même, ça ne me rassure pas qu'à l'avenir, on aura un mécanisme efficace, capable d'identifier les responsables, ça et là. La commission d'enquête internationale, rappelez-vous, où est-elle? Où est son rapport? Où est son poids? On est arrivé à un point où on oublie même son existence. Qu'il existe une commission internationale d'enquête. Voilà, donc je crois qu'il faut attendre un peu pour voir concrètement comment ce régime va se traduire, quelle commission va-t-on mettre en place, quel minimum de veille exactement. Alors, Monsieur Maïga, pensez-vous, comme M. Konaté, qu'il est trop tôt pour parler d'un nouveau souffle pour le processus de paix malien? Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il est trop tôt. Je parlerai comme lui de signal, un nouveau signal en faveur du processus de paix pour soutenir, pour accompagner. Ça a été qualifié comme tel par ceux qui ont porté cette initiative, que ce soit du côté malien comme du côté français au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un signal qui est envoyé à tous les acteurs du processus de paix, parce que n'oubliez pas qu'on rappelle souvent, enfin on le dit, et c'est à mon sens une affirmation qui n'est pas, disons, totalement juste. On dit que les groupes qualifiés de djihadistes ou de terroristes constitue une entrave au processus de paix. On peut voir les choses autrement et dire qu'effectivement les multiples blocages dans la mise en œuvre de l'accord de paix ne facilitent pas non plus la lutte contre ces groupes terroristes dans la région, au Mali et dans la région. Donc il y a différentes façons de voir les choses et je pense que c'est un signal à l'endroit de tous ceux qui peuvent poser des actes constitutifs ou qui représentent des obstacles à la paix. Il a bien fait de le préciser. Il n'y a pas d'indication précise pour le moment. C'est le travail du groupe d'experts qui sera probablement mis en place, mais il n'y a pas au moment où je vous parle. Est-ce que cela veut dire qu'on ne connaît pas pour le moment les types de sanctions prévus par ce régime? Non, les types de sanctions sont là. On parle de gel des avoirs. Alors, quels sont ces types de sanctions? Non, c'est le gel des avoirs et l'interdiction de voyager pour le moment. Les deux. Ce sont les deux types de sanctions qui sont prévues. Sans oublier la possibilité pour les auteurs de violations graves des droits humains de se retrouver un jour devant la Cour pénale internationale. Donc il y a aussi ces sanctions-là qui relèvent
bien évidemment pas du Conseil de sécurité des Nations Unies de l'ONU elle-même, mais de la Cour pénale internationale. Alors, on va écouter tout de suite Ibrahim Ikassa Maïga, qui est également chercheur par rapport à cette question. Mais c'est tout l'intérêt d'avoir un régime de sanctions élargi, parce qu'un régime de sanctions tout court, il existait déjà. Il y avait une résolution qui prévoyait l'élargissement du régime de sanctions visant des groupes Al-Qaïda et État islamique. Et ce régime de sanctions a donc pris en compte tous les groupes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Ce qui est nouveau avec ce régime de sanctions, c'est qu'il élargit le régime de sanctions à des entités ou à des individus qui peuvent être signataires effectivement de l'accord de paix. Après avoir annoncé ce régime de sanctions-là, de dissuasif également, dans la mesure où on espère qu'en établissant un régime de sanctions, que les principaux responsables de ces mouvements-là réfléchissent à 2 fois avant d'appeler ouvertement soit à des affrontements, soit même en prononçant des discours qui pourraient éventuellement attiser les violences dans cette partie du Mali. Il y a des groupes, des entités ou des individus qui ne craignent absolument pas ce type de sanctions, dans la mesure où ils ne disposent pas de compte bancaire enregistré soit au Mali, soit à l'extérieur du Mali, qui ne souhaitent pas non plus voyager par les canaux habituels, c'est-à-dire les avions. Alors André Bourgeaud, vous venez de l'entendre, il y a deux aspects par rapport à ce régime de sanctions, geler les avoirs ou les empêcher de voyager. Quand on écoute tout de suite Ibrahim Ikassa Maïga, ce ne sont pas des aspects qui concernent certains responsables des groupes armés. Alors est-ce que c'est suffisant ces 2 aspects? Bon, c'est toujours ce genre de décision n'est jamais complètement satisfaisante. Moi, ce que je retiens, c'est la décision qui a été prise. Cette décision qui a été prise, c'est aussi une prise de conscience de la communauté internationale incarnée par l'ONU sur la situation politico-militaire qui prévaut actuellement au Mali. Donc c'est sur cet aspect-là que je me prononce maintenant. Quelles vont être les conditions d'application de cette décision? C'est autre chose. Et bien évidemment, c'est prématuré pour pouvoir se prononcer là-dessus, parce que va se poser le problème, quel type de relation, si toutefois on met sur pied une commission chargée de vérifier et d'abord d'identifier ceux qui ont contrevenu à la décision de l'ONU, quels seront ses pouvoirs pour établir les sanctions. Ça va demander encore beaucoup de temps. C'est un processus qui va se mettre sur pied, y compris dans la composition de cette commission. Ensuite, quelles vont être les relations? Est-ce qu'il va y avoir des relations organiques entre cette commission des sanctions de l'ONU, l'opération Barkhane, la MINUSMA, etc. C'est quelque chose aussi qui risque d'être extrêmement complexe. Mais encore une fois, au niveau de la décision, ça incarne quand même une prise de conscience nouvelle de la part de l'ONU vis-à-vis de la situation politico-sécuritaire au Mali et probablement aussi au-delà. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que ça peut conforter, l'initiative du G5 Sahel circonscrite dans ce cas particulier au territoire malien. Alors vous dites tout de suite qu'il va falloir du temps, mais est-ce qu'on a du temps? Bonne question. Je ne crois pas qu'il y a du temps parce qu'il y a quand même une urgence. L'urgence, elle existe depuis déjà un an et demi. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que cette décision, elle intervient tardivement. Ensuite, il y a un autre aspect sous forme d'hypothèse qu'il faut prendre en considération. C'est une décision qui intervient quasiment au moment où la campagne présidentielle pour 2018 est lancée. Donc c'est un des éléments aussi qu'il faut prendre en considération parce que cette décision, elle pourrait éventuellement faciliter les conditions politiques pour la mise en œuvre des élections présidentielles de 2018. 2018, c'est demain. Donc je ne sais pas si c'est pensé en ces termes, mais en tout cas, c'est une décision qui peut augurer d'une meilleure situation pour les élections présidentielles. Est-ce que vous partagez cet avis que ces 2 aspects vont pouvoir changer quelque chose? Oui, à l'avenir. Ce que vient de dire un collègue Bourgeot, oui, par rapport au calendrier électoral prochain, ça peut évidemment persuader les différents partis qu'elles ont intérêt à faire attention à leur discours, à faire attention à la façon de collaborer avec leurs bras armés qui sont sur le terrain. Et ça, c'est par rapport aux élections, mais par rapport à la paix et à la sécurité. Les sanctions Ces 2 sanctions, geler les avoirs et empêcher... Oui, je pense que geler les avoirs peut-être pas aussi
intéressant si l'on regarde quand même certains éléments. Bancaire. Oui, qui n'ont pas. Effectivement, l'autre interlocuteur a raison. Beaucoup n'ont pas, à notre connaissance, et je crois qu'il reste encore à vérifier, n'ont pas ces comptes-là. Et c'est des gens qui vivent de la liquidité dans cette partie de notre pays. Mais il reste quand même vrai que les grands décideurs de ces groupes armés voyagent beaucoup. Et il reste vrai que certains de ces grands décideurs de ces groupes armés ont des comptes en Europe. Donc, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, c'est des sanctions qui peuvent, bien sûr, avoir un impact positif pour la suite de l'accord. Il ne faut pas oublier non plus les membres du gouvernement, les côtés de l'État malien. Donc, de ce point de vue aussi, ça peut être une mesure dissuasive, parce que nous, en tant qu'observateurs, analystes, on ne prend pas forcément parti, on observe et puis est-ce que l'État fait partie de ce qui bloque le processus de paix? Écoutez, quand vous écoutez la CEMA, la CEMA, il dit clairement parfois que c'est le gouvernement qui n'a pas de bonne foi. Et du côté du gouvernement, c'est la CEMA. Voilà, et je sais, après quelques recherches que j'ai faites, oui, il y a des moments où certains, du côté, je vais parler en termes général, le gouvernement a été fautif. Voilà, comme aussi, dans beaucoup de cas, c'est plutôt les groupes armés. De part et d'autre, il y a des responsabilités maintenant qu'il faut situer. Et puis, dorénavant, on sait que voilà, il y a des sanctions qui peuvent tomber d'en haut, ça du Conseil de sécurité. Encore une fois, le problème majeur, c'est cette commission des sanctions qu'on va mettre en place. Et vous avez bien raison de le signaler, on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Mais est-ce qu'il va y avoir une sorte de raccourci vers cette commission, une sorte de commission spéciale avec bien sûr un règlement spécial qu'on peut rapidement mettre en place. Je sais que le Conseil de sécurité ne nous a pas tellement habitués à ces façons de travailler, mais il va falloir faire ça si on veut faire quelque chose de bon et rapidement avant la fin de ce mandat présidentiel. Vous étiez en train de parler au début de ceux qui seront concernés par ces sanctions. Alors qui sont-ils? Est-ce les groupes armés et l'État malien seulement? Bon, je l'ai dit tantôt, c'est tout le monde, c'est toutes les parties. Les trois parties. Les trois parties. CMA, plateforme et... CMA, plateforme, gouvernement, et même au-delà, des partis signataires, les groupes terroristes. Et même au-delà des groupes terroristes, parce que c'est n'importe qui, ça peut être un citoyen malien demain qui prend une tribune et puis qui commence à appeler à... Mais comment on va pouvoir sanctionner les groupes terroristes, par exemple? Écoutez, c'est d'abord le listing qu'on est en train de faire. C'est un vrai levier dans la main du Conseil de sécurité. C'est identifier des éléments du terrorisme de ces groupes-là. En tout cas, la qualification, le droit de qualification, selon la communauté internationale, c'est arrogé. Donc, les gens qui le qualifieront de terroristes se verront listés, se verront identifiés dans une liste et de sanctions. Non, ça c'est un élément important. Ça, c'est une manière de sanctionner les personnes qui s'impliqueraient dans des attentats terroristes et qui seront évidemment recherchées partout dans le monde et qui verront leur liberté de mouvement grandement diminuée. En plus de ça aussi, ils ont également bien sûr des avoirs pour certains qui seront probablement gelés. Et s'ils sont attrapés, c'est facile. On a des chefs d'accusation déjà préparés, donc ils peuvent facilement être jugés soit dans notre pays, soit transférés au niveau de la Cour pénale internationale ou bien au niveau d'un tribunal pénal international. Okay. Alors, M. Maïga, au-delà des trois parties, c'est-à-dire la CEMA, la plateforme et l'État malien, est-ce que vous pensez qu'il sera possible de sanctionner d'autres parties? Alors, je pense qu'il faut, pour apprécier de façon pragmatique ce mécanisme, ce régime de sanctions, il faut d'abord le situer dans son contexte. Et je trouve que ça a été bien rappelé par l'interlocuteur au téléphone, qui a replacé cette adoption-là de la résolution 2374 dans un contexte de dégradation sécuritaire. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, pour l'apprécier, il faut l'analyser, je dirais, à l'aune de ses objectifs. Et l'analyser aussi dans la durée. Les objectifs, c'est quoi? L'objectif principal de ce régime de sanctions, il est dissuasif.
on espère que ça va dissuader les gens. Ce n'est pas un mécanisme répressif au sens où on l'entend. Ce n'est pas dans le but de punir à tout prix ceux qui contreviendraient à la paix. L'intérêt majeur de ce mécanisme-là, de ce régime de sanctions, il est d'abord dissuasif. On espère qu'en le mettant en place, les acteurs qui auraient éventuellement à l'esprit d'entreprendre des actions contraires à la stabilité, à la paix, à la consolidation de la paix, réfléchiront à 2 fois. Donc je pense qu'il faut l'analyser sous ce angle-là. Maintenant, quant aux acteurs, le texte est suffisamment large pour englober effectivement de nombreux acteurs. On ne parle pas d'État malien, de représentants de l'État malien ou de représentants ou d'acteurs des partis signataires. Ce n'est pas le cas dans ce texte-là. Maintenant, l'objectif, peut-être inavoué, n'est pas, comme certains pourraient le penser, d'attraper à tout va des menus crétins. Ça se dirige en priorité contre des gens qui ont justement une capacité d'influencer le processus. Et on espère que ça va influencer leur comportement. C'est la logique derrière ce mécanisme-là. Donc, ce n'est pas un mécanisme pour régler toute la situation, enfin, la situation dans son entièreté, mais ça vise essentiellement à influencer le comportement de ceux qui ont la prise de décision. Mais Je pense quand même qu'il est autant dissuasif que répressif. Parce que la frontière est très, très nuancée ici. Dans les cas où cette commission de sanctions est mise en place et tout, il va falloir mettre en application les menaces qu'on a brandies. Justement, on a vu le président Ibrahim Boubacar Keïta dans une déclaration annoncer que tous ceux qui violeront l'accord de paix seront sanctionnés et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu encore de sanctions. Alors, est-ce que juste menacer va suffire? Non, ça ne va pas suffire. Il faut vraiment qu'il y ait des actes concrets. Vous savez, ça s'inspire de la Charte des Nations Unies. Vous savez, les sanctions font partie des mesures coercitives, même si elles ne sont pas militaires, mais c'est des mesures vraiment répressives à un certain niveau, qui peuvent obliger par des mesures de sanctions économiques, par d'autres mesures de ce genre, à ce que les parties intéressées arrivent à la paix. Ou à adopter des comportements qui s'inscrivent dans cette voie-là. Et si l'on reste trop loquace à ce niveau, je pense que ça va non seulement perdre son intérêt, mais pour l'avenir, personne n'aura à craindre quoi que ce soit de la sorte. Oui, non, je ne nie pas le caractère répressif éventuel de ce mécanisme-là. Je dis simplement que dans le court et moyen terme, l'objectif recherché, l'objectif visé, c'est de dissuader ceux qui pourraient contrevenir à la paix. Maintenant, effectivement, dans le long terme, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que comment va fonctionner concrètement ce régime de sanctions-là? Il y a un comité de sanctions qui est composé des membres du Conseil de sécurité, qu'ils soient permanents ou non permanents. Vous avez, à côté de ce comité de sanctions-là, un groupe d'experts qui appuie et qui fait véritablement le travail sur le terrain. Donc, ce n'est pas le Conseil de sécurité, ce n'est pas les États du Conseil de sécurité qui vont descendre sur le terrain, arriver au Mali pour constater qui a fait quoi. C'est pas concret, c'est pas comme ça que les choses se passent. Ils vont se doter d'un groupe d'experts, un groupe d'experts restreint, donc 5 à 6 personnes. C'est comme ça que ça se passe dans les autres pays. C'est pour ça que je reviens sur le mécanisme. 5-6 personnes avec des profils différents, parce qu'il y a différentes dimensions à prendre en compte dans ce régime de sanctions. Il y a ceux qui contreviennent à la paix. Bon, comment ils le font? C'est parce qu'ils ont des moyens. Donc il faut identifier les moyens dont ils disposent, que ce soit des moyens légaux ou illégaux, et je pense au trafic, aux différents trafics dont on a souvent parlé ici sur ce plateau. Vous avez des gens aussi, probablement une personne qui va suivre de près les violations des droits humains et qui va se doter des moyens pour suivre, pour faire le suivi en partenariat justement ou avec l'appui de la MINUSMA et des autres institutions sur le terrain. Il y a des gens qui vont aussi s'intéresser à la dimension politique de l'affaire. Au-delà de qui fait quoi, quel est le poids politique de chacun de ces acteurs-là? Quelle est sa capacité à agir ou à influencer les actions sur le terrain? On ne va pas sanctionner quelqu'un à cause de son titre, mais on va le sanctionner parce qu'il a la capacité. Il a la capacité d'influencer les actions sur le terrain. C'est ce qui est déterminant en fait dans l'action. Et qu'il est fait dans un sens négatif. Dans un sens négatif, bien sûr. Dans un sens négatif. André Bourgeot, est-ce que vous pensez que ce régime aura un caractère répressif?
Je crois que la notion de sanction, elle incorpore deux choses. Elle incorpore la dissuasion et aussi la répression, et ce sont deux aspects complètement indissociables. Donc, dans un premier temps, l'effet dissuasif, il peut potentiellement s'exercer au niveau même de la décision. Quels seront les effets de la décision prise par l'ONU ? C'est potentiellement dissuasif. En tout cas, c'est une mise en garde. Attention, si vous contrevenez aux choses, vous allez être sanctionné concrètement, sous forme de répression. Maintenant, la question qui se pose, le comité d'experts, il va travailler avec qui ? Il va travailler avec quelles instances ? C'est quand même une question aussi qui est importante. Quelles vont être les personnes représentatives sur lesquelles ils pourront s'appuyer pour dire il faut telle sanction, etc. Ça repose le problème de, par exemple, c'est simplement un exemple, est-ce que cette commission d'experts va contacter les autorités intérimaires ? Est-ce qu'ils vont contacter les nouveaux gouverneurs, etc. Donc c'est la mise en branle de toute une réorganisation du politique issue du contenu des accords d'Alger. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe. J'insiste sur cet aspect-là, c'est qu'on ne peut pas, la notion de sanction, elle incorpore aussi une répression, sinon s'il n'y a pas de répression, s'il n'y a pas de sanction, la sanction, il y a pour l'heure, est-ce que ça va évaluer, je ne sais pas, mais pour l'heure, il y a déjà deux actions concrètes, répressives qui sont avancées, c'est-à-dire sur les voyages et sur les avoirs. C'est pas des petites choses. Si vous interdisez à des leaders ou à des gens qui sont connus, etc., de voyager, et si vous intervenez sur leur compte en banque, ils vont s'y reprendre à deux fois avant de commettre des erreurs. Ensuite, il y a une question que je voudrais vous poser parce que je n'ai pas bien compris. J'ai lu récemment que la Russie et l'Éthiopie n'étaient pas très favorables à la décision prise par l'ONU et je n'ai pas d'explication. Est-ce que vous auriez des explications sur l'attitude prise par la Russie et l'Éthiopie vis-à-vis de cette décision de l'ONU et des sanctions ? Alors, ce sera dans un autre débat, ce n'est pas dans le cadre ici. Ah bon. On va poursuivre. Tout à fait. Alors, on va poursuivre toujours avec vous, André Bourgeaud. Si les auteurs ont reçu une aide externe venant de notre pays, est-ce que ce pays sera également sanctionné ? Pardon, je n'ai pas compris votre question. Si les acteurs sur place, par exemple, les groupes armés ont reçu une aide venant d'un pays, de notre pays, est-ce que ce pays sera également sanctionné ? Ah, ça, c'est une bonne question, je ne saurais pas vous répondre, mais je reviens sur ce qu'a dit un intervenant là, tout à l'heure, qui me paraît important à souligner. Moi, je n'avais pas fait référence aux exactions qui pourraient être commises par des fonctionnaires ou par des éléments des forces armées maliennes. Je crois que c'est important de mentionner que ces sanctions interviendront sur l'ensemble des personnes, des entités, disons, institutionnelles qui ne respectent pas le droit, qui ne respectent pas aussi le contenu des accords. Et ça me paraît quand même très important parce qu'il n'y a pas de discrimination. On a bien vu qu'il y a des exactions qui sont commises de partout et qui ne sont pas punies. Donc je pense encore une fois que cette décision, elle va avoir des impacts. Pas demain, mais dans la durée, dans 6 mois, dans 7 mois. Encore une fois, reste le problème, ils vont s'appuyer sur quelle instance représentative. C'est ça qui me paraît important. Monsieur Maïga, vous voulez réagir? Je me permets de revenir un peu à votre question sur l'efficacité de ce type de mesures sur des groupes ou des individus qui sont effectivement qualifiés de terroristes. Bon, dans l'absolu, oui, c'est des individus pour lesquels ces sanctions ont peu d'intérêt en réalité. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut relativiser le poids de ces sanctions-là. Par contre, ceux qui ont, et je pense à des leaders, on ne citera pas les noms, qui ont des intérêts, bon, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas des gens qui se promènent encore avec mais qui investissent leur argent, que ce soit ici au Mali ou dans la sous-région, qui blanchissent leur argent. Donc c'est important, c'est pas une mince affaire que de dire qu'on va bloquer, justement, qu'on va geler les avoirs de ces individus-là. Donc ça peut avoir un impact psychologique. C'est pour ça que je parlais de dimension dissuasive et symbolique. Il me semble que c'est extrêmement important. Ça peut ne pas vouloir dire grand-chose à des groupes comme Al-Mourabitoun, comme en Sardine, mais ça peut représenter
quelque chose pour des leaders de groupes armés politiques ou même des gens qui ont des contacts ou des liens avec le gouvernement malien, avec les autorités maliennes. Le deuxième élément sur lequel je voulais revenir, et c'est un peu... Juste 30 secondes pour chacun avant qu'on entame une seconde partie. Voilà, c'est un peu de votre faute parce que vous ne m'avez pas laissé terminer tout à l'heure sur le groupe d'experts. Allez-y. Parce que justement, vous avez bien fait de soulever la question. Est-ce qu'on peut sanctionner éventuellement un pays ou des entités en dehors? Bien sûr. On l'a vu dans le cas de la Côte d'Ivoire. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, le groupe d'experts qui a été mis en place a cité des noms et a cité des pays par lesquels les armes notamment transitaient. Et donc, il est possible justement d'identifier. Et dans le groupe d'experts, il y a parfois un individu qui se charge de cette dimension-là, de voir un peu le caractère régional de la situation. Est-ce que l'action ou les entraves au processus de paix localisées dans une telle région, par exemple à Kidal, proviennent ou sont appuyées par un pays étranger, je dis n'importe quoi, un pays voisin du Mali. Voilà, donc il y a quelqu'un probablement qui sera chargé de faire le suivi de ces questions. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre de ces résultats au niveau du cas malien? Permettez-moi juste de revenir sur les derniers commentaires de mon collègue. 40 secondes. 40 secondes, ok, je vais faire comme ce que je peux. Écoutez, ce régime de sanctions pour les terroristes, il est peut-être plus dissuasif et répressif pour les potentiels terroristes. Parce que pour les terroristes qui sont déjà en activité, je pense qu'ils sont déjà frappés par une convention internationale, déjà qui mandatent qui donne le droit aux différents États de geler leurs avoirs et puis de les traquer. Donc vis-à-vis de ceux qui sont déjà en activité, ces régimes de sanctions, ça veut concrètement rien dire parce qu'ils le subissent, ils sont déjà sous le coup de cela. Mais pour les potentiels terroristes, bien sûr, ça a les mêmes intérêts que pour les groupes armés et que pour le gouvernement, les forces armées maliennes et puis les gouvernements et les autres individus qui pourraient jouer d'une influence dans l'exécution de ce processus. Alors, juste une dernière intervention, si vous me le permettez. L'une des raisons pour lesquelles j'ai insisté sur la dimension dissuasive, c'est la complexité justement de mettre en place les sanctions. Parce que pour que les sanctions soient mises en place, parce que le groupe d'experts propose des sanctions, identifie justement les auteurs des violations ou des entraves au processus de paix. Mais c'est au comité de sanctions. Là, qui va sanctionner, ce sera la prochaine partie du débat. Alors, vous pouvez, chers auditeurs et téléspectateurs, réagir à toutes ces informations sur notre page Facebook ou notre compte Twitter ou également sur nos répondeurs à travers ces deux numéros, 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, André Bourgeot, à vous, qui va appliquer ces sanctions? Pardon? Qui va appliquer ces sanctions? Est-ce le Conseil de sécurité de l'ONU, la MINUSMA, l'État malien, qui? Jusqu'à présent, on n'a pas d'éléments concrets qui nous permettent de dire que ce sera la MINUSMA, ce sera Barkhane, ce sera les autorités maliennes, etc. On a simplement une information qui a été donnée sur une décision prise par l'ONU. Maintenant, le processus concret qui va être mis en œuvre, il n'y a pas de données qui nous permettent de envisager quoi que ce soit, si ce n'est qu'ils ont fait référence à la mise en place d'une commission composée de 5, 6 ou 7 experts. C'est les seules informations dont on dispose. C'est au début du processus, donc on va voir comment ça peut évoluer. C'est-à-dire qu'on verra ce que fera la commission dans ses actions, dans les contacts, dans sa recherche d'informations. Et peut-être qu'à partir de là, on verra que la commission va s'appuyer sur telle et telle instance, va s'appuyer sur tel et tel leader, etc. On n'en sait rien. Pour le moment, on n'en sait rien. Donc c'est un peu prématuré de répondre à cette question. En tout cas, pour moi, je n'ai pas d'éléments concrets qui me permettent d'envisager quoi que ce soit dans ce domaine. Ce que je retiens, c'est une décision qui est potentiellement positive. Elle sera complètement positive quand on verra la réalisation concrète de cette commission. Et je pense qu'il faudra du temps. Et s'il faut du temps, le temps, il n'hésite pas en faveur des applications concrètes et efficaces. Alors, Monsieur Maïga, vous vouliez réagir par rapport à cette question sur qui va sanctionner? Ouais, non, je disais juste que on a
principalement le comité de sanctions, donc, qui est composé des membres du Conseil de sécurité, membres permanents, non permanents, et qui est le niveau politique, et donc qui décide de quelles sanctions sera appliquées. Le niveau technique, c'est le groupe d'experts, qui est un groupe relativement indépendant parce que ce n'est pas un groupe composé de fonctionnaires de l'ONU. Donc, il dispose quand même de relative indépendance qui leur permet justement d'aller loin dans leurs recommandations, qui leur permet d'aller loin aussi dans leurs constats. Ensuite, le rapport du groupe d'experts est soumis à l'appréciation du comité de sanctions, donc qui est le niveau politique. Et c'est à ce niveau politique-là que se jouent les sanctions. Est-ce qu'on applique les sanctions? Est-ce que ça va dans le sens de la paix? Parce que le tout n'est pas d'appliquer la sanction pour appliquer la sanction. On applique la sanction pour améliorer le processus de paix, pour améliorer la stabilité, la paix dans un contexte donné. Donc ce n'est pas une lutte aveugle comme on peut le penser. Maintenant, une information importante que mon collègue Konaté a rappelé tout à l'heure, le comité de sanctions, il est institué en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et le chapitre 7, ça a justement cette dimension coercitive. Donc ça s'applique à tout le monde. Et une décision qui est prise, justement une sanction qui est prise au niveau du Conseil de sécurité, là j'essaie de schématiser pour qu'on comprenne facilement. Concrètement, si c'est une décision qui vise à geler les avoirs, c'est pas compliqué. Le Conseil de sécurité fait part à l'instance ou à l'institution concernée. Maintenant, si c'est une banque de la région, j'en sais rien, c'est une banque de la région, l'information va probablement aller à la BCAO, ainsi de suite, pour transiter. Donc il n'y a pas de problème matériel ou de problème technique en la matière en tant que tel. Maintenant, c'est vraiment l'appréciation du Conseil de sécurité et qui est une appréciation politique. Il faut voir est-ce que ça va dans le sens de la paix, est-ce que poser ce tact-là aujourd'hui peut favoriser le retour de la paix, ainsi de suite. Ou pas. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une collaboration avec la Cour pénale internationale pour juger? Évidemment, mais je voudrais juste, je suis d'accord avec Maïga, juste simplifier, c'est le Conseil de sécurité qui va appliquer les sanctions. La Commission rapporte au Conseil de sécurité. La Commission entérine dans une résolution pour sanctionner que des droits. Et comme il a dit, je crois que c'est l'article 25 de la Charte, il fait obligation à tous les États d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. Donc, par ricochet, par conséquent, tous les États auront l'obligation, dans leur pays, d'appliquer ces sanctions-là. Donc si c'est interdiction de voyage, c'est interdiction de voyage. Si je suis le Mali, c'est interdiction de voyage de ces gens au Mali. Si je suis la France, c'est interdiction de ces gens en France, et ainsi de suite. Si c'est gel des avoirs, j'ai l'obligation de geler ces avoirs si elles figurent dans les banques de mon pays. Et si c'est la France a cette obligation de le faire. Si c'est l'Union européenne a l'obligation de le faire à son niveau, parce que les organismes régionaux également sont impliqués dans l'obligation de respecter les résolutions du Conseil de sécurité. Parce qu'ils ont un rapport si vous voulez, conventionnel avec les Nations Unies en tant que tel. Et maintenant, la question collaboration avec la Cour pénale internationale, bien sûr, mais ce ne sera pas au Conseil de sécurité d'aller attraper ces gens-là et puis les envoyer. Bien sûr, les États qui sont membres des Nations Unies auront l'obligation de l'arrêter ces présumés coupables qui sont sur le territoire, soit de les juger, et même si leur droit interne le leur permet, et à défaut de les envoyer au niveau de la Cour pénale internationale. Dernier mot pour André Bourgeaud. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à des résultats concrètement dans 6 mois, par exemple? Écoutez, c'est jamais difficile de lire dans le marc de café, hein. C'est souhaitable. C'est tout ce que je peux dire. Dans la situation actuelle où l'État ne manifeste pas particulièrement son autorité et sa souveraineté, c'est quand même une donnée aussi importante. Et la deuxième donnée, c'est est-ce que ça va déboucher sur le fait qu'il va y avoir un état d'esprit qui va évoluer et qui fera en sorte que les affrontements intercommunautaires ou intertribaux ou interethniques vont diminuer. C'est difficile à dire. Je crois que tant qu'il n'y aura pas
aussi une conjonction de facteurs, les sanctions, et aussi une volonté politique de la part de l'État d'aller dans un sens dans un sens de respect de l'équité. Merci, Monsieur Bourgeot. Alors, c'est ce qui met fin à ce débat qui portait sur les mesures de sanctions prévues par l'ONU. Alors, nos invités, Ibrahim Maïga de l'ISS de Dakar, Mamadou Konaté, chargé de cours à l'école d'état-major national, l'école d'état-major et instructeur temporaire à l'école maintien de la paix. École maintien de la paix. Et également André Bourgeot qui était au téléphone. Il est chercheur au CNRS de Paris. Je suis Mohamedou Touré à la technique, Philly Dambélé, régie vidéo assurée par Peting Diarra. Le débat a été réalisé par Moumine Sendebou. Merci et à demain pour le prochain numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.